Nous sommes aux Épinettes, un quartier dans lequel nous sommes installés depuis maintenant 3 ans et demi. Et au fur et à mesure du temps qui passe au littoral, la bibliothèque, nous avons rencontré dans nos murs, à l'occasion de lecture de contes ou sur le trottoir, en venant ici, en sortant, les femmes des Épinettes. Nous avons parlé, elles nous ont parlé de leurs préoccupations, de leur parcours. Nous leur parlions du conte, de ce qui nous intéressait. Et au fur et à mesure, nous est venue l'idée de mettre en regard leur parcours et les parcours des héroïnes de contes. Les contes ont cette pureté, cette simplicité qui permet de dessiner de grands tableaux, comme un grand miroir. En fait, nos personnalités, nous, nos voisines, nous tous, nous toutes, nous sommes comme des fragments de ce grand miroir, de ce grand tableau. Nous avons en nous toutes sortes de petits morceaux de miroir, et ces petits morceaux de miroir sont autant de facettes des contes que nous portons en nous et dont nous témoignons au quotidien. Alors les conteuses de Calliope ont voulu tenter un jeu, en guise de préparation de leur spectacle de l'été. Et ce jeu va permettre de vous présenter certaines merveilleuses voisines du 17e arrondissement qui ont osé se plier à l'exercice de l'entretien. Elles sont venues, ont accepté de se faire filmer et de témoigner de leur vie. Alors voyons voir comment pourrait-on lier certaines expressions clés de ces ambassadrices du féminin aux grands archétypes des héroïnes de contes. Il y a les vaillantes qui vont jusqu'au bout de leur quête et ne se laissent jamais arrêter par quelque obstacle que ce soit. Quand je veux faire quelque chose, j'ai dit que je veux faire ça, pour ça je dois maintenant faire ça. J'étais tellement sûre de moi que mon père me laissait faire des choses qu'il ne laissait pas faire aux autres. On se doit d'être sur le terrain et de se dire on y va quoi. Si je peux faire avancer quelque chose, je vais y aller jusqu'au bout. Je vais y aller en frontal. Hein. Je me suis retrouvée seule, femme, avec beaucoup d'hommes. Pas facile. Moi j'aime ça. Moi j'aime bosser. Il faut de confiance parce que c'est très difficile. Comme elle a dit, si tu crois pas en toi, tu vas pas loin. Moi je pars pas tant qu'on n'a pas dénoué. De toute façon c'est simple, dès l'instant où on n'a pas réussi à dépasser la colère de l'habitant, on ne peut pas l'emmener l'habitant non plus loin. Il y a les courageuses, celles qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui réussissent à dépasser leurs limites. Cela leur devient naturel. Pour moi, le courage, c'est vouloir faire quelque chose, avoir peur de le faire. Et que quand tu réussis, si on pouvait en faire plus. J'ai cœur. Mais après, je l'ai déjà. Donc ça ne me demande pas vraiment beaucoup d'efforts. C'est ça en fait la vie. Alors on dit soit sortir de sa zone de confort, soit l'élargir. Moi j'aime bien dire je vais élargir. Plus les jours passent, plus les temps passent, plus j'arrive à prendre la parole devant les gens. J'étais un peu inquiète et aussi un peu timide. J'ai su ce que je voulais faire, j'avais 14-15 ans. J'ai toujours été dans l'action, même plus jeune. J'ai toujours, dès que j'ai pu, si je pouvais aider, je le faisais. Je voulais partir à Dakar, je disais à ma grand-mère, à Dakar, parce qu'on n'avait pas la télévision, mais on avait la radio, et à Dakar, les enfants étaient malheureux. Il fait preuve de courage si on veut. Enfin, il y a un enjeu, quoi. Donc, on se donne à fond, on se surpasse. Bon, j'ai dit, je vais essayer, on verra bien. Et après, je voulais le refaire plein de fois, mais on ne pouvait pas. Il y a les patientes qui connaissent la valeur du temps qui passe, qui sont capables d'attendre le bon moment pour déclencher leur action. Moi, je suis observatrice. J'aime bien être posée, je regarde un peu tout ce qui se passe et après, là, j'arrête. Je veux observer et aussi apprendre et comprendre pourquoi est-ce que les choses sont faites d'une certaine manière. Et j'ai pris tout mon temps. Je suis un peu plus à l'aise quand j'observe un peu tout avant. Ça peut pas être là du jour au lendemain. La confiance se gagne en tout cas. Comme on dit souvent, c'est comme le partenariat, ça ne se décrète pas mais ça se constate. C'est surtout quand on voit les avancées, quoi. Ça perdure toujours et plus ça va, plus on fait de choses et c'est ce qui est bien, quoi. Ça fait du bien, c'est vrai. Moi, je sais que moi, j'ai envie quand je passe là, je vois mes roses qui ont fleuri, là, dans 2-3 jours, là, elles ont bien poussé. Hein. Il y a les guerrières, de vrais capitaines d'équipe. Maintenant, on est une petite bande de 8-9 femmes où on se retrouve. On est nommé capitaine, on a la responsabilité de notre équipe.
Donc il faut savoir la gérer. Et, Bah forcément, nous, notre métier, c'était jamais de travailler tout seul. Je suis là pour développer le pouvoir d'agir des habitants. Ben oui, on a créé ce qu'on appelle une espèce de danse collective. On appelle ça une équipe de quartier, en fait. Voilà, donc on est plusieurs à la manette, quoi. Qui entraînent les autres avec elles et qui combattent sans peur jusqu'à ce qu'elles réalisent la mission qu'elles se sont donnée. Je suis tenace, parce que je lâche pas. C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui parle, c'est moi qui essaie de tout gérer un peu. En fait, j'aime bien quand tout est bien calé. C'est formateur, j'ai appris des choses. J'ai gagné. L'aventurière part de chez elle un beau matin pour courir le monde. Et elle n'en a jamais assez de nouvelles découvertes. Et elle n'a jamais peur d'aller toujours plus loin. En fait, j'avais envie de faire plein de choses. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps. Je suis rentrée en France il y a quelques années. Et avec 13 ans, je suis déménagée à la maison de mes grands-parents en Allemagne. Je suis partie en Espagne et au lieu de faire une année à Madrid, j'ai fait 5 ans. Et après, avec 17 ans, je suis déménagée de la maison de mes grands-parents à un appartement avec des amis. Je suis partie vivre en Angleterre et j'ai fait 3 ans là-bas. Je suis déménagée aussi une fois à l'Argentine avec ma mère. Je suis montée à Paris, c'était mon souhait, j'avais 19-20 ans, je suis montée à Paris. Donc, je sais que j'ai pu inspirer mes petites sœurs qui sont parties aussi à l'étranger, des amis à moi qui ont tenté l'expérience. On doit apprendre à faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Il faut sortir les gens de chez eux et les faire rencontrer du monde. Nous avons aussi les généreuses, celles qui aident les autres, qui sont là pour les autres et qui, en aidant les autres, s'aident elles-mêmes. Je ne peux pas vivre dans un endroit en me disant « Oh, il y a autant de gens qui vivent autour de moi et je ne les connais pas ». Ça me paraît insensé. Je suis tout le temps en train d'aider les personnes âgées, les gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Déjà, j'ai toujours eu un attrait pour les métiers du social. J'ai pas le droit de rentrer chez moi, de les oublier et de passer ma petite vie cool, sympa. J'ai pas le droit. Je me suis rendu compte que j'avais cette appétence d'encourager, de faire monter en compétences, de fédérer aussi les gens. Ce côté humain, on ne l'a pas tous. Cette fibre humaine et sociale, tout le monde ne l'a pas. On va avoir une douceur, une écoute, mais en même temps, on va apporter aussi une structure et un cadre un peu plus rigide qui va faire que le coaching va fonctionner. J'ai toujours voulu aider l'autre, majoritairement donc la femme en fait. Dans cette relation que vous avez aux autres d'accompagnement, moi je suis bien à ma place et je suis là, voilà. C'est un métier qui me plaît énormément. Et puis je me sens utile, voilà. On est des facilitateurs. Enfin, moi, je veux dire, jamais je serai au centre des débats, mais toujours à côté. Elles donnent ce qu'elles ont, ce qu'elles sont, et reçoivent de ce qu'elles donnent. On est beaucoup plus heureux de donner que de recevoir. Et donner de son temps, de son amour, c'est recevoir déjà quelque chose. On n'apporte pas aux gens, on aide les gens à faire les choses. Il faut arroser, il faut regarder, il faut... toute l'année. J'essaie d'avoir une utilité à ma vie. Il faut du temps quand même pour voir les résultats. Il faut s'en occuper, si on veut que ça tienne le coup, il faut s'en occuper. Hein. Oui, ça me rendait heureuse parce que je voyais qu'ils étaient contents, ils avaient quelque chose qui leur faisait plaisir. Moi, ça ne me coûtait pas grand-chose, il fallait que je prévoie, c'est tout. C'est vraiment le combat amené sur Paris, c'est que les gens ne se connaissent pas. La curieuse n'est jamais rassasiée. Elle a toujours envie de connaître plus, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. C'est un peu une aventurière, mais une aventurière du quotidien, de chaque jour, de chaque instant. Moi, je suis quelqu'un de très curieux à la base et j'ai toujours voulu en fait aller un peu plus loin de ce qu'on me disait de faire. J'étais assez vive et que j'apprenais vite. J'ai très vite évolué dans la fonction. J'ai fait un double licence avec l'Allemagne. J'ai fait des études de psychologie, pourquoi? Un peu par hasard. J'ai toujours eu cette curiosité de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière la limite. Peut-être faire aussi un double master, s'il y a la possibilité. Ouais. Il y a les insoumises, celles qui ne veulent pas être contraintes. Ma mère, elle avait une façon de parler des filles qui me révoltait. Une femme a besoin aussi de faire autre chose que d'être à la maison, à faire les courses, laver le linge, faire le ménage, s'occuper du mari, des enfants. Je pense que je peux le dire fièrement, je suis féministe. Mais c'est comme ça. Je dis non, mais moi je suis pas d'accord. Je ne demande pas la permission, je donne une info. Il y a le cadre et il y a aussi ce qu'on fait du cadre. Je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais te critiquer, mais ça fait rien, je le fais. C'est celle qui dira « Non, mon père, vous ne m'avez pas jeté en prison,
C'est moi qui n'ai pas accepté de vous mentir pour que vous me laissiez en liberté. Je suis maître de mon destin, ce n'est pas vous qui me dirigez. Moi j'ai un problème, je ne peux pas faire quelque chose que je n'aime pas. Et je me suis un petit peu adoucie, on va dire. Mais j'ai continué sur ma voie. Prouver qu'on est libre de nos choix, de s'exprimer de la manière qu'on veut. J'ai envie de faire changer les esprits en fait. On montre un peu notre petit côté un peu rébellion, mais c'est intéressant parce que ça montre que c'est possible. Vous l'avez remarqué grâce au témoignage, nos voisines ne peuvent pas être limitées à un seul personnage, un seul archétype de conte. Reprenons alors au début de l'histoire. Au début d'un conte, avant que l'action ne se mette en place, il y a un personnage dans un environnement, dans un lieu, dans une situation initiale. Dans cet environnement, le personnage s'y inscrit. Il se définit et commence même à s'y révéler. Alors moi je suis une immigrée de la campagne. Donc mes parents étant agriculteurs, je suis née avec des bottes, quoi. Donc comme disait mon père, quand tu marches dans la terre et si ça colle aux bottes, c'est que c'est de la terre amoureuse. Et ça m'est resté toute ma vie. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai cherché un moyen pour me connecter en fait avec la nature. Et le travail de la terre, en fait, ça m'a complètement, réconciliée avec moi-même. Je me retrouvais en fait dans cette émotion. Moi, j'ai grandi ici, donc quartier, il y a 40 ans, j'étais déjà là. Il y a toujours eu cet état d'esprit où les gens s'entraidaient de façon très spontanée. Voilà. Nous, on avait l'exemple où, comme c'était très très populaire, il n'y avait pas d'associatif. Si on avait un plombier dans le quartier, c'était le plombier de tout le monde. D'accord ? Moi, mon papa était plombier. Mon papa travaillait le week-end chez nos voisins. C'était gratuit, hein. Ou c'était un paquet de clopes, enfin c'était comme ça avant. Le mécano, c'était le mécano du quartier, parce que nous n'avions pas des moyens pour payer des prestations, voilà. Et je trouve que maintenant, ça se reflète aussi dans l'associatif qu'il y a dans le quartier. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, il y a par beaucoup d'habitants, pas forcément par des gens externes, et qui le font, qui donnent, comme je disais à Lourdes, c'est de leur temps aussi. C'est quelque chose qu'on a apporté avec nous aussi. Parce que nous, par exemple, moi, mes parents qui sont, pareil, étrangers aussi, c'est quelque chose qu'ils apportent du pays, du Maroc. Donc ils avaient ces habitudes-là de s'entraider, et ils ont apporté ça. Et comme je vois maintenant sur Internet, il y a aussi mon voisin, des petites bricoles pour des gens quand on a besoin. Ces choses-là, on les faisait déjà. Avant l'ère du numérique, on le faisait. C'était du bouche à oreille. J'étais dans mon pays, je faisais du foot avec mes cousins et des amis à côté de chez moi. Et quand je suis arrivée en France, j'ai toujours rêvé de faire du foot, de jouer, tout ça. Dans ma famille, je pense que c'est normal pour nous de chercher notre propre chemin, de dire d'accord, je veux faire ça, et notre famille veut bien, tout fait ça, mais bien nous faire en visite de temps en temps. Moi, je suis originaire de Lyon. Et donc, je suis venue sur Paris pour faire ma licence dans le développement social local. Donc, il a fallu que je trouve un stage. J'ai toujours eu un attrait pour les quartiers populaires. Je ne sais pas pour quelle raison. Je trouve que, au niveau de la diversité, je trouve ça bien plus intéressant de devoir être dans un quartier populaire. Ayant en fait une famille avec des cousins argentins, des cousins sénégalais, d'autres cousins congolais, et d'autres qui viennent d'Amérique. Enfin, bref, il y a toujours eu de la mixité en fait dans ma famille. C'est toujours été un truc dans lequel j'ai baigné. Dans ce lieu premier, notre personnage y développe ses premières qualités, ses premières révoltes, ses premières actions. Ma vie n'a pas été simple parce que comme il fallait que, par exemple, on allait à l'école, on avait une ferme loin, et alors mon père nous amenait le matin, mais le soir, il fallait à 4h30 arriver tôt, et alors lui, il n'avait pas le temps d'être à l'heure, et alors on commençait sur la route, et combien de fois j'ai eu peur que les voitures ralentissaient vers nous, des choses comme ça, quoi. J'avais la trouille, quoi. J'avais la trouille qu'on nous enlève, ou des choses comme ça, quoi. J'étais l'aînée, donc j'étais la plus grande, et ils étaient plus petits. Il n'y en avait que 2 derrière, mais j'angoissais énormément. Quand j'étais plus jeune, à la base, je voulais être chirurgienne.
et où travailler dans le milieu un peu médical. J'ai toujours aimé les gens, mais je me voyais dans un métier un peu plus technique, que j'aime la précision. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure de mes années de collège, le lycée, les rencontres que j'ai pu faire, où je me suis rendu compte que j'aimais bien vraiment être avec un être humain, pas être moi toute seule avec quelqu'un qui est endormi sur une table. C'est vraiment avoir cette discussion-là, cet échange-là, c'est ça qui me nourrit. Déjà, j'ai toujours eu un attrait pour les métiers du social. Toujours, depuis toujours. Je voulais être éducatrice spécialisée, je voulais être là pour accompagner les femmes, je voulais être sage-femme avant, puis après donc éducatrice spécialisée, puis après médiatrice culturelle, puis après, enfin j'ai toujours voulu être dans les métiers du social. J'avais une mère qui était assez particulière. Mes parents sont d'origine algérienne, ils sont arrivés très, très jeunes en France. Et ma mère, elle avait une façon de parler des filles qui me révoltait. Donc on peut dire que j'étais une enfant révoltée, parce qu'elle mettait toujours en avant les garçons par rapport aux filles. On s'est lié un peu à la culture. Et à chaque fois, je dis, mais maman, t'es une femme, comment tu peux dire des choses pareilles? Et c'est comme ça. Je dis, bah non, mais moi, je suis pas d'accord. Donc j'étais déjà une petite fille révoltée. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les garçons? Pourquoi je serais moins bien, je n'ai pas le droit, ou je n'ai pas la possibilité de faire ce que j'ai envie comme un garçon. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a nourrie quand j'étais enfant. Et j'étais assez révoltée. Et donc du coup, j'ai eu de cesse de démontrer à tout le monde qu'une fille, c'était aussi bien, voire mieux qu'un garçon. Toute ma vie, je crois. En fait, j'ai commencé, ça fera 30 ans, le 25 juin. Donc la date à laquelle je suis arrivée ici, rue Gauthier, dans le quartier des Épinettes. Voilà, où j'ai aménagé avec mon mari et les enfants, dans une loge de gardienne, où il n'y avait plus de gardiens, et un immeuble sans gardien, il n'y a pas d'âme. Vous rentrez chez vous, il y a des boîtes aux lettres, vous aurez votre boîte aux lettres, vous rentrez chez vous. Si vous croisez quelqu'un dans l'escalier, vous ne savez même pas si c'est votre voisin, si c'est un livreur, même pas bonjour. Donc vous pouvez vivre des années sans connaître votre voisin de palier. Mon papa était quelqu'un qui était comme moi, qui aidait beaucoup, beaucoup, mais sans parler. C'est-à-dire qu'il faisait les choses, il était dans l'action. Il disait pas « je vais faire ». Il faisait les choses, c'était caché, mais il faisait que du bien. Je pense que c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi ce métier, c'est le fait de ne pas avoir été élevée par mes parents. C'est vrai que, d'abord, je suis pas la seule. Et on se posait des questions quand on était plus jeune avec des collègues. Il y en avait une qui était un peu comme moi. Elle voyait quand même ses parents, que moi, je les ai connus à 36 ans. Il y a peut-être ça aussi, la recherche de ce métier. Moi, je suis de la Guadeloupe, et c'est vrai que j'ai pas eu d'exemple de femme voyageuse. Je suis dans ma famille une des premières à être partie à l'étranger pour vivre. Donc c'est vrai que j'ai pas eu de repère, on va dire, féminin de voilà, partons avec mon baluchon et puis allons-y. En revanche, j'ai eu d'autres repères de femmes qui ont osé faire quelque chose sur lequel on ne s'attendait pas qu'elles feraient quelque chose. Et c'est vrai que je vois ma mère, je vois certaines de mes tantes qui ont eu des carrières, parce que la maison de ma mère, par exemple, elle travaillait en restauration. C'est une des rares, je pense, antillaises à pas être fonctionnaire. Vous travaillez à la poste ou à l'hôpital. Ah mais non, il y a des gens aussi qui sont antillais, qui travaillent dans un privé. Et donc, de casser aussi les préjugés. Et c'est vrai que de oser dire, ben voilà, moi je voudrais aussi faire ma carrière un peu différemment, ben on montre un peu un petit côté un peu rébellion, mais c'est intéressant, parce que ça montre que c'est possible. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée, c'est de voir des petites victoires, des petites actions qui ont un peu étonné, mais on montre que c'est possible. Et dès qu'on sait que c'est possible, ben après le champ des possibles s'ouvre. Le héros ou l'héroïne pose parfois sur cet environnement un diagnostic, pointe ses qualités, ses lacunes. C'est une équipe qui a été mise en place sur le territoire dans les années 2000. Donc, à l'époque, c'est un quartier qui était classé en ce qu'on appelle en politique de la ville, qui est une politique publique qui essaye d'améliorer et de rendre en tout cas des interventions égalitaires sur le plan social, culturel, économique et aussi sur le plan urbain. Et quand on est arrivé ici au début, donc on avait nous à l'époque 2 territoires, parce que le DL s'étendait de la porte de Clignancourt à la porte de Clichy, mais c'était 2 territoires foncièrement différents, 2 mairies d'arrondissement différentes aussi. Et ce qui nous a fait rester dans le 17e, c'est parce qu'il y avait un grand projet de réaménagement urbain qui était pour nous
un plus dans le sens où ça nous amenait à travailler, à reconstruire tout un quartier, puisque c'est un quartier qui, à l'époque, on ne savait pas trop si on était en banlieue, si on était à Paris. Après, comme tout agent de développement local, j'essaye de voir à peu près toutes les associations, les forces vives, comme on dit, sur un territoire. Et à l'époque, il n'y en avait que 4. Donc il y avait CQFD, AECS, Kirikou et le centre social CEFIA. Et notre métier, parce que moi, résumer la politique de la ville, j'ai envie de dire, je le résume en une phrase, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Donc il a fallu, avec l'équipe, qu'on fasse un diagnostic un peu des besoins sur le quartier. Et au-delà de ça, c'était aussi faire comprendre aux habitants que leur quartier allait vivre de grosses transformations urbaines, avec la démolition d'une tour, la moitié d'une barre et une réhabilitation assez conséquente sur place, sur site, qui est donc la tour Bois-le-Prêtre, et une reconstruction de tous les bâtiments qui ont été démolis le long de la rue Rebière. Il y a pas mal de personnes isolées, pas que des personnes âgées. Il y a aussi des jeunes qui sont dans un peu en dépression, mais des problèmes un peu... suite au Covid, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et ça a bloqué pas mal de gens. La jeunesse aujourd'hui, ils voient pas un avenir très radieux. Du coup, ils s'enferment sur eux-mêmes. Puis il y en a d'autres qui restent chez eux à jouer au jeu. Il faut sortir les gens de chez eux et les faire rencontrer du monde. Je suis assez étonnée de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on a eu comme une régression, mais c'est comme ça que je le vis, une régression de la situation des femmes et des filles. Quand j'entends parler des journées de jupe, etc., je suis ébahie, enfin je comprends pas. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'on a régressé. Je veux dire moi j'ai vécu la progression, parce qu'en plus, moi je suis née en 57. J'ai bénéficié moi, de l'ouverture terrible dans le lycée où j'étais. C'est un lycée très ouvert. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de retour de bâton. Quand j'entends, pas partout, dans les quartiers, etc., les filles qui sont obligées de se mettre en pantalon, de se cacher, je ne comprends pas. Et je me suis dit, à Maria, t'es décalée. Parce que tu es loin maintenant de ces quartiers, tu es loin et tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Après, j'ai discuté, on m'a dit, mais si, ça se passe comme ça. Et ça me fait un peu de peine, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette espèce de progression. C'est vrai que ça a été loin, après les années 68, la liberté, c'était quelque chose. Mais il n'empêche que là, il y a eu un retour de bâton sur les jeunes filles, notamment dans les milieux populaires, dans les quartiers, etc. Je trouve que c'est quand même assez dur d'être une fille aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai envie de dire, celles-là, il faut qu'elles se battent, elles n'ont pas le choix. Pour moi, la place de la femme dans la société est pas assez à la hauteur. Je pense que je peux le dire, après 3 mois donc, dans ce quartier-là, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Enfin, j'ai jamais vraiment travaillé avec ce public-là qui était autant fermé sur la place de la femme. Enfin, pour eux, ils ont une place de la femme qui est juste, pour moi, pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible d'imaginer une femme comme étant un simple objet ou... étant juste un objet de désir ou même juste bonne pour être à la maison ou quoi. Enfin, pour moi, les mentalités ont changé et j'espère qu'elles changeront encore plus. Et parfois, son rapport avec cet environnement est si profond, sensible et intime qu'elle en devient une parfaite ambassadrice. Nous avons la chance d'avoir une cité Paris Habitat qui a été construite en 1954 en briques rouges et que cette cité forme un carré sur ses 4 rues. Et à l'intérieur de la cité se trouve un jardin avec des arbres qui ont été plantés en 1954. Donc on a des marronniers et un tilleul qui ont cet âge-là. Moi je suis originaire du 17e aussi, mais plus de Brochamp. Mais j'ai grandi autour de Brochamp, j'ai fait mon collège à Mallarmé, donc j'étais quand même un peu dans le quartier des Épinettes. Et donc quand j'ai vu une offre d'emploi dans ce quartier, ça me paraissait logique en fait. C'est un quartier extrêmement riche culturellement parlant. Donc c'est pour ça que naturellement j'ai voulu postuler. Là ça fait 1 an que je suis ici. Et au centre social Pouchet. Et c'est vraiment, je m'éclate, hein, c'est vraiment super. Personnellement c'est un quartier que j'apprécie. Je sais pas pour quelle raison. Mais je trouve qu'il est intéressant de pouvoir s'y balader. Et de pouvoir croiser des personnes toutes différentes, avec autant de diversité culturelle. Et en fait, là, ici, c'est la vraie vie, quoi. Il y a la richesse, il y a la pauvreté, on est vraiment dans Paris, quoi. On est à Paris. On n'essaye pas de se donner une image ou quoi, c'est Paris, quoi. C'est ici.
avec mon regard de référent de famille sur les femmes du quartier ou les jeunes femmes du quartier, c'est hyper intéressant de travailler avec ce public, vraiment de pouvoir les écouter, écouter leur parcours de vie, parce qu'il y a vraiment plein de parcours de vie différents, aussi bien des femmes qui habitent à l'hôtel que des femmes qui habitent dans des logements sociaux, qui ont de grandes familles ou de plus petites, qui sont des familles monoparentales ou pas. Et donc non, c'est extrêmement riche. Cette cité a une particularité. Bien avant l'aube, les premiers bruits, alors mes bruits préférés, les bruits que j'aime le plus au monde commencent, c'est les chants des oiseaux. Et donc on a le merle qui babille, qui flûte et qui siffle, ça c'est le premier. Mais ensuite on a vraiment un patrimoine ornithologique fantastique. Donc on a les tourneaux qui pisotent, la corneille qui babille, qui craille, qui graille. On a les mésanges qui zinzinulent, l'hirondelle qui gazouille. On a un couple de geais qui cajole, qui cajatte, qui gajole et qui fringote. Nous avons des moineaux évidemment qui chuchotent et qui prépitent. On attend avec impatience chaque année nos perruches qui reviennent. Et là, c'est magnifique parce qu'on a des traits verts vifs qui passent. Et tous les soirs, elles s'embrouillent avec les pigeons et les corneilles. Donc, il y a un bal. Le soir, on se croise aux fenêtres à les observer. Donc, on a ces perruches qui jacassent et qui sifflent. On a évidemment, heureusement, des pies avec leur beau smoking. Donc, qui agacent, qui bravardent, qui jacassent, qui jasent. Et nos inévitables pigeons qui caracoulent. Ces diagnostics posés sur la base de critères, de valeurs universelles et humaines, c'est souvent ce regard sensible qui motive la mise en action de ces merveilleuses voisines dans l'espace public. Mais parfois, il y a un événement qui déclenche la mission. Dans les contes, on l'appelle l'élément perturbateur ou le méfait initial. Certaines voisines ont témoigné de ces virages de vie. J'ai été au ski pendant 5 jours. Et là, c'était la première fois que je suis restée sans mes parents. J'étais avec des personnes dans une chambre en dormant sans mon frère ni rien. J'ai démarré par de la sculpture. En fait, au départ, c'est le travail de la terre qui me plaît. Et après, mon prof de sculpture étant malheureusement décédé, on était tous ces élèves un peu orphelins. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la peinture, parce que je suis arrivée par l'intermédiaire d'une amie qui était avec moi en cours de modelage, qui a trouvé ce cours de peinture et qui m'a dit c'est super, on fait ce qu'on veut. Et donc voilà, j'ai démarré comme ça la peinture. Et du coup aujourd'hui je fais peinture, sculpture, un peu tout. La fête des voisins est née d'un malheureux événement. En fait, chez Athanas Périfond, dans son immeuble, il y a une dame qui est décédée. Ça faisait 4 mois qu'elle était morte chez elle et personne ne s'en est soucié parce que personne ne la connaissait. Les voisins, comme je vous dis, rentraient, sortaient sans se rendre compte qu'il y avait une voisine qui était décédée chez elle. Jusqu'au jour où quelqu'un a quand même remarqué que la personne n'était pas là et les pompiers sont venus et tout le monde a été choqué. Donc Athanas Périfond a eu l'idée de créer une fête, un apéro au départ, pour que les voisins se rencontrent, se connaissent, pour qu'ils soient bienveillants les uns avec les autres, puissent aider en cas de besoin, ne serait-ce un petit bonjour, partager un petit café ou accompagner la personne chez le médecin, c'est important. Donc la fête des voisins est née de ça. Bon, du coup, entre-temps, ma mère est décédée. J'étais adolescente, ça a été quand même quelque chose d'assez violent dans notre vie. Je me suis du coup remise en question par rapport au comportement que j'avais avec elle, parce que j'étais très en opposition par rapport à ça. Et je me suis un petit peu adoucie, on va dire. On va dire que j'ai pris beaucoup de maturité avec ce décès, mais j'ai continué sur ma voie. Donc évidemment, j'ai été considérée comme la fille qui pouvait faire ce qu'elle voulait, parce que j'étais tellement sûre de moi que mon père me laissait faire des choses qu'il ne laissait pas faire aux autres. Je me suis rendu compte que c'était difficile pour une femme, et encore plus quand vous êtes une femme d'origine algérienne, même si vous êtes née en France, si vous êtes française. Donc je me suis battue
à ce niveau-là. Et cette année, on a eu un exemple terrible, c'est que d'un coup, en 3 semaines, on a perdu 9 arbres. Et on se retrouve comme ça avec un patrimoine ornithologique qui existe et qui d'un seul coup, en 3 semaines, a été bouleversé sans qu'il y ait de réflexion. Après, les arbustes sont retaillés sans réfléchir qu'on a perdu des arbres, donc on a perdu des nids. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des combats à mener, c'est cette importance parce que parler du vivant, qu'il faut reconsidérer le vivant, que la place de l'homme dans le vivant, ça on l'entend partout, mais concrètement, même à l'échelle locale, c'est terrifiant, la vitesse à laquelle ça peut tomber, ça peut dégringoler. Ah bah ça m'est arrivé dessus par hasard, parce que la personne chez qui je prenais mes cours de peinture, elle était en appartement dans le 18e, et puis un jour, elle a trouvé une boutique avec pignon sur rue. Elle a eu plein d'élèves. Elle n'arrivait plus à tout assurer, et donc elle m'a sollicité pour que je donne des cours. Et moi, je lui ai dit, j'ai pas d'expérience, quoi. Elle m'a dit, si, je le sens, t'as l'œil. Et en fait, elle m'a complètement révélé. Elle m'a donné des ficelles pour pouvoir encadrer, et comme j'ai pas pu continuer, et puis moi, je me suis épanouie chez elle, quoi. À le faire. Et comme j'ai pas pu continuer chez elle, ben, je me suis dit, je vais monter mon assos, quoi. Et donc j'ai sollicité les copines, et puis ça a démarré comme ça. J'ai un ami qui avait son association en aquarelle, quoi, qui était prof d'aquarelle, qu'il est toujours d'ailleurs, et qui m'a dit, si tu veux, je te file les statuts, tu les modules à ta façon, et puis vas-y. Hein. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie. Moi, je suis arrivée d'ici dans le 17e, alors qu'avant, j'habitais dans le 12e, à la suite d'une séparation. Et donc, et comme moi, j'ai toujours été active, on avait une entreprise, donc il fallait que je fasse quelque chose. Et Karl, à ce moment-là, avait sa boutique de teinturerie et tout, où est maintenant la laverie automatique. Moi, j'étais cliente chez lui, on a parlé un peu, et puis c'est lui qui m'a embarqué là-dedans en me disant, voilà, c'est une bonne idée, on a envie de créer une association avec un autre monsieur qui s'appelait Pascal Bonner à l'époque, et puis, mais par contre, il faudrait quelqu'un qui puisse aller en réunion en mairie, à la mairie de Paris, parce qu'à l'époque, on allait beaucoup en mairie de Paris. Bon, j'ai dit, je vais essayer, on verra bien. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association. On l'a créé avec Thomas Camara, suite au décès d'un de nos meilleurs amis, qui est décédé suite à une rixe dans quelques rues qui est à côté d'ici. Et voilà. Puis on s'est dit que, vu qu'on est des jeunes, on sera plus à l'écoute des autres jeunes, parce que on traîne tous ensemble, on a tous grandi ensemble. On s'est dit que c'est la meilleure solution que ce soit nous qui créons l'association, qui crée tout ce qu'ils voudront faire, on essaiera de le faire comme ils veulent. Dans cette entreprise-là, ils considéraient, je sais pas, ils avaient des a priori, ils considéraient que de toute façon, ton diplôme tu mets de côté, on en a bien besoin parce que ça fait ce que tu es aujourd'hui, tu as tes compétences que les autres n'ont pas, mais on ne le prendra pas en compte ni dans le salaire, ni dans le statut. Donc comme c'était mon premier poste, j'ai rien dit. Évidemment, comme j'étais assez vive et que j'apprenais vite, j'ai très vite évolué dans la fonction. Et je me suis retrouvée à encadrer des personnes, à tout faire de A à Z. Donc un jour, j'ai été voir mon directeur et je lui ai dit, bon, ok, quand j'ai été recrutée il y a 3 ans, je n'étais pas cadre, mais aujourd'hui, j'encadre 2 personnes. C'est moi qui fais la gestion financière, c'est moi qui monte les projets de formation, qui sont très, très intéressants. J'ai beaucoup appris avec eux. Hein. Et le directeur me dit, mais non, mais tu n'es pas cadre parce que tu ne fais pas de gestion financière. Je dis, pardon? Je dis, d'accord, c'est entendu. Je suis rentrée chez moi et je dis à mon mari, je cherche un autre emploi parce qu'ils ne sont pas sérieux. Et donc, c'est là que ma carrière a vraiment démarré suite à ces 3 ans, puisque j'ai postulé par hasard sur une fonction. Et quand le directeur m'a vu, qui s'est devenu un petit peu mon mentor, il m'a dit, non, mais attendez-vous avec ce que vous avez fait. Alors, lui me donnait tout de suite le statut cadre. Je vous vois plutôt responsable du service formation de l'entreprise. C'était une entreprise d'insertion à l'époque. Je savais pas très bien nager parce qu'à l'école, j'avais un peu peur de l'eau, de la profondeur et tout. Et un jour, on était partis au Maroc du coup avec ma mère, ma famille. Et là-bas, il y avait une piscine. Et ma mère, elle savait que je ne savais pas nager, mon beau-père aussi. Du coup, ma mère, elle a commencé à m'apprendre un peu à nager. Alors, je vais parler d'une chose qui a marqué ma vie. C'est-à-dire que, en même temps que j'ai monté la sauce, j'étais salariée. Et un jour, j'ai été licenciée pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire. Et la cause, c'était manque d'intérêt dans son travail.
J'étais commerciale. C'est pour ça. Et après, quand je me suis retrouvée au chômage, j'avais mon idée, c'est de faire des économies. Et à ce moment-là, je prenais des cours à la ville de Paris. Et heureusement, j'avais réservé ma place au mois de juin. Et quand je suis revenue de vacances, donc au mois de septembre, j'ai fait une semaine de travail et j'ai été licenciée juste après une semaine de travail. Donc je m'étais pris une grosse claque. Et du fait de m'être inscrite au cours de la ville de Paris, j'ai voulu faire qu'ils me remboursent. Et ils m'ont dit, bah non, c'est trop tard, vous êtes inscrite. Et en fait, ça m'a sauvée je les remercie aujourd'hui de ne pas m'avoir remboursé, même si économiquement j'aurais bien aimé avoir l'argent, mais du coup j'ai pu continuer mes cours, ça m'a donné une respiration, et quand j'ai monté mon association, j'ai toujours voulu donner cette respiration, je cherchais comment je pouvais la donner. Par cet événement clé, ou simplement parce que le temps était venu, nos héroïnes endossent leur manteau. Elles répondent à l'appel et démarrent leur aventure. Quand je vois qu'il faut arroser, j'arrose. Et puis le soir, parce que dans la journée, ça fait tout griller. Hein. Si on arrose dans la journée, ça grille. Faut qu'il y ait l'ombre. Après, quand il y a l'ombre, ça va, on peut arroser le soir. J'aime pas que ça s'abîme, les fleurs. Faut s'en occuper. Si on veut que ça tienne le coup, faut s'en occuper. Hein. Ça fait du bien. C'est vrai, moi, je sais que moi, Moi, j'ai envie, quand je passe là, je vois mes roses qui ont fleuri, là, dans 2-3 jours, là, elles ont bien poussé. Hein. Je les avais coupées à ras, pourtant, pour l'hiver. Hein. Tout le monde me dit ça, t'as la main verte. Ben, je sais pas. Les rosiers, on les a pas plantés que cette année, là, les gros, là, qui passent, qui sont au bout, là. Les beaux roses, là, les roses mauves. Et à côté, on a mis un jasmin, et j'ai mis l'espèce de petit gris pour que le jasmin, il passe le long du mur, comme ça fait là. De l'autre côté. C'est vrai que ça fait joli, j'aime bien quand ça fait le long du mur comme ça. Ce que j'aime bien avec l'atelier, c'est qu'en gros, tout se met en place comme ça. Ça, c'est très agréable. C'est super agréable. Et quand, à partir du moment où j'ai monté cette association, je me suis dit, là, tout va dans mon sens. Et quand, j'étais salariée au début que j'ai monté l'association. Et à ce moment-là, j'ai fait un rêve où je faisais du parapente. Et j'étais en haut d'une falaise, quoi. Je cours pour me lancer là dans le parapente. Et là, j'ai le super haut le cœur. Et d'un seul coup, la voile, elle s'ouvre. Et je remonte. Et là, je me suis dit, il faut que je le fasse, quoi. Il faut que j'arrête tout et je me lance à fond dans la sauce. Et donc j'ai tout lâché et j'ai démarré la sauce comme ça. Quand je joue le foot et j'oublie tout, je suis tellement heureux que je sais pas comment t'expliquer, mais dès que je sais que je joue foot, j'ai tellement envie de venir. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime venir jouer ici. Parce qu'il y a dans les clubs, j'ai déjà fait une club, c'était mal passé, mais cette club, j'aime venir ici. Moi, qui j'aime plus, c'est à l'attaque. Et aussi défense. Moi, je suis sur toutes les places. C'est vrai que je pourrais parler d'un aboutissement quand je suis arrivée en France, où j'ai créé ma société, parce que j'ai une agence de coaching et de formation. Et finalement, c'est parce que j'ai fait des rencontres que je me suis rendu compte que j'avais cette appétence d'encourager, de faire monter en compétences, de fédérer aussi les gens. Et ça m'a permis de comprendre ce que je devais faire un peu dans ma vie, en fait. Et quand j'ai créé mon agence, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et je me suis dit, là, je suis au bon endroit, en fait. C'est une association de quartier qui répond aux demandes des gens du quartier. À l'époque, on a créé ça comme ça. Quand on a démarré, c'était comme ça. Quelqu'un avait besoin de faire des dossiers. On a fait des dossiers pour les impôts, pour les demandes de ci, de ça, pour les enfants et tout. Donc voilà, on a commencé comme ça. Et après, on a mis le soutien scolaire. Enfin, il y avait plein de choses qui se sont mises en place au fur et à mesure. Ce qui me plaisait, c'est que déjà que c'était nouveau, on l'a créé. Donc automatiquement, on ne savait pas où on allait mettre les pieds. Moi, j'allais à des réunions et tout ça, mais
Bon, après, bon, ça a fait le chemin, mais moi, je n'avais jamais fait ça. Je dirigeais une entreprise, mais c'était mon entreprise à moi. Donc, tous les aboutissants et tout, je connaissais pas tout ce qui était comptabilité et tout ça, secrétariat et tout ça. Moi, je faisais pas tout ça. Et puis voilà, donc c'est comme ça et puis on s'est donc lancé. Au départ, on était 3. Bon, on a fait plein de choses, hein, c'est vrai, on a fait beaucoup de choses. J'ai monté cette association en 2020. La première année, on a commencé par des jardinières qu'on a construites. Donc le fait de construire aussi avec les habitants, de ne pas acheter des jardinières toutes faites, c'est déjà un temps de travail ensemble. Et puis un temps de travail, j'aime bien parce que c'est un temps de travail où il y en a une qui s'est occupée de dessiner les jardinières, qui avait trouvé un modèle en étoile. Du haut, dès le premier étage, on tombe sur une étoile de végétaux. Donc on a eu cette première idée. On a choisi des plantes sur un site. On a fait venir le jardinier des espaces verts de la mairie du 17e pour les conseils. On a choisi les plantes sur un site qui s'appelle Promesse de fleurs, donc des fleurs. Donc on a choisi que des végétaux qu'on ne voit jamais nulle part. Alors évidemment, il y en a certains, ça a très bien marché. Il y en a d'autres, on a eu un peu plus ça n'a pas trop poussé. Et on a continué l'été dernier, où là, on a agrandi les jardinières. On a fait des jardinières de 2 mètres de longueur. Cette association, j'en avais entendu parler par une voisine qui me montrait des dépliants de ce qu'elle faisait. J'étais éblouie de tout ce qu'elle faisait, de tout ce qu'elle achetait et tout. Et puis après, avec le Covid, alors le Covid aussi était une période formatrice pour moi et révélatrice, c'est-à-dire que moi je ne me voyais pas enfermée. Puis j'ai vu une affiche que la paroisse, elle faisait une distribution alimentaire. Alors moi je me suis présentée, j'ai dit bon, elles m'ont dit tout de suite les équipes sont constituées. Mais moi je me suis proposée d'aller vers ceux qui étaient isolés dans la rue. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils avaient trop de bagages ou handicapés, donc je prenais 3-4 sachets et puis j'allais vers eux. Et à l'époque, avec les 4 associations menées de la concertation, c'était un petit peu compliqué. Donc l'idée c'était aussi d'animer le quartier. Donc c'était à l'époque où ça a été, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y avait rien. Donc la première fête de quartier avec Céphia, où les gens pour la première fois mettaient le nez dehors et avec des stands d'animation. Ça a été la mise en place d'un fonds de participation des habitants parce que les associations, des fois, ça fait peut-être un petit peu peur et remplir des dossiers. Ici, c'est parfois aussi un peu compliqué. Donc, c'était vraiment d'avoir des petits déclics, essayer d'avoir un maximum d'habitants autour de cette question de la rénovation urbaine. Et je crois que c'est à partir vraiment de ce moment-là où il y a eu des prises de conscience. On a fait venir pas mal d'intervenants non seulement pour la journée des droits des femmes, mais je pense que il est super important de pouvoir que ça soit et chez les garçons et chez les filles aussi, parce que du coup on a des garçons qui vont penser comme ça, mais on va avoir des femmes, des jeunes filles qui vont en fait penser totalement la même chose parce qu'elles auront donc soit des amis, soit de la famille qui vont penser de la même manière, et du coup vraiment avoir une image d'elle-même qui est juste super négative. Et un jour, j'ai décidé de changer. J'ai dirigé pas mal de structures, dont les missions locales, etc. J'ai décidé de rentrer dans un ministère, dans une délégation qui n'existe plus, qui s'occupait des jeunes, parce que c'était un petit peu mon cheval de bataille quand même, parce que j'ai toujours travaillé avec les publics en difficulté et les jeunes, l'accompagnement des jeunes, leur donner une chance. Et j'ai fini ma carrière en étant secrétaire générale adjointe du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, qui était un peu la cerise sur le gâteau, parce que j'ai fini ma carrière sur un très joli poste, où là, je pouvais apporter au gouvernement des contributions pour faire un peu avancer la question de la jeunesse. Aujourd'hui, donc, j'ai la délégation, la grande exclusion et la précarité. Donc, je m'occupe de tout ce qui est les personnes à la rue, mais aussi des gens en situation de précarité, parce que même des jeunes le sont. Et donc, c'est une délégation qui me plaît vraiment beaucoup, parce que c'est un peu la continuité de tout ce que j'avais déjà, ce que je faisais depuis des années, sans vraiment prêter attention que c'était ça. Je suis aussi la porte-parole du réseau national des gardiennes solidaires de toute la France. Parce que c'est un métier qui est en voie de disparition. Et donc, ça a été créé il y a 4-5 ans bientôt avec Athanas Périfond. On est en train de recenser toutes les gardiennes de France pour pouvoir trouver des solutions, améliorer des choses et puis surtout essayer de trouver un moyen que que les propriétaires ne vendent pas la loge des gardiens. J'avais des vacations à la maternité et le lendemain matin, je rentrais, je me douchais
Et j'allais à la maternité ou alors j'allais à la crèche à Nestomé, la Cité des Fleurs. Moi, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait la maternité, la pédiatrie, la PMI. J'ai tout fait. Donc, on soigne les enfants. On est là pour soigner. Par rapport aux difficultés des personnes, c'est moi qui reçois, c'est moi qui traite toute la vie du bail. Donc je connais mes locataires sur le bout des doigts. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans la vie des gens. Parce qu'ils se confient. Ils ont besoin pour qu'on trouve des solutions. C'est beaucoup d'enjeux. On a beaucoup d'enjeux sur ce projet-là. Surtout pour les jeunes du quartier, on est vraiment impliqués pour eux. Aussi bien chez les filles que chez les garçons. Que ce soit dans l'aspect personnel comme professionnel. Personnel, déjà ça va leur trouver une occupation. Et même professionnel, je sais que nous, par rapport au foot, et du fait qu'on a été aussi éducatrice, bah, ça nous a ouvert des portes pour plus tard travailler avec les jeunes, les adolescents, même pour passer le BAFA et tout, ça nous a aidés. C'est dans cette quête, cette mission, qu'elles se découvrent et révèlent toutes leurs qualités, leur générosité, leur énergie et leur ingéniosité. Moi, j'aime bien dire que je suis là pour développer le pouvoir d'agir des habitants. C'est en fait essayer de tout mettre en place pour que les personnes puissent se révéler. Par exemple, là, on travaille sur un projet pendant l'été des vacances, on fait des activités, des sorties, mais c'est pas moi qui vais faire en fait. C'est si vous voulez, vous, avec vos familles, partir à la mer ou partir dans des musées. Moi je sais faire, mais c'est vous en fait, vous savez faire. Et vous, beaucoup de personnes l'ignorent ou ne pensent pas. Mais moi, j'ai découvert des femmes qui me disaient « Ah, mais non, je suis pas capable d'appeler... un musée ou d'appeler un lieu pour demander un devis, mais moi j'ai confiance en toi. Et puis après, au bout de 1, 2, où au début la voix est un peu tremblante, elles hésitent, mais après c'est les premières à prendre le téléphone. Bon, c'est vrai que la place de la femme ici reste quand même un peu compliquée, notamment la femme dans l'espace public. C'est pour ça qu'on essaye au fur et à mesure d'essayer de faire des actions avec de la mixité sociale, la mixité aussi culturelle et mixité sexe également. Mais au début, ça a été beaucoup de relations de confiance. Donc c'est vrai que moi, j'hésitais pas à discuter parfois tard le soir avec les jeunes qui fréquentent le Maille-Bréchet d'une manière ou d'une autre. Mais en tous les cas, à un moment donné, pour avoir de confiance, c'est aussi par la preuve et par l'action. Donc moi, je veux bien vous aider à faire ça, mais en retour, voilà. Une femme comme ça qui arrive et qui veut un peu mettre un peu une dynamique, on vous regarde au début, fais déjà tes preuves, après on verra. Écoutez, j'ai fait comme la plupart des gardiennes. J'ai commencé à organiser un apéro dans mon couloir d'immeuble c'était à l'époque du Beaujolais. Les voisins, en rentrant, ils ont commencé, ils se sont arrêtés. Et puis, je les présentais les uns aux autres. Et c'est comme ça que mon immeuble est venu comme une grande famille. Les gens étaient tellement demandeurs qu'on a fini par s'inviter les uns aux autres pour les anniversaires. Pour des soirées, on fait des soirées jeux, on fait des soirées raclette, enfin on fait tout un... C'est vraiment... En fait, c'est un village qui s'est créé dans cet endroit-là. Souvent, je pars en quart de tour. Après, je me dis, faut que tu te calmes parce que tu dois pas oublier que t'es plus Awa, mais toi, t'es la présidente de l'association. Tu parles au nom de tous les jeunes, donc faut que tu te calmes un peu. Quand il y a des choses qui t'énervent, tu dois être un peu plus calme et tout. Il y a eu un tournoi il y a quelques jours, samedi dernier, avec les jeunes et en gros on nous a mis des arbitres qui étaient ils étaient pas qualifiés à être arbitres et ils faisaient tout et n'importe quoi. Il y en avait un qui était en train de fumer comme ça avec sa bouteille d'alcool et tout et ça m'a énervé et en fait la Awa de base elle serait partie le voir, elle aurait dit directement tu joues à quoi tu vois, il y a des jeunes qui sont ici qui n'ont pas fumé devant eux, mais après je me suis dit mais en fait Awa tu peux pas faire ça. Donc ça veut dire je suis partie le voir et j'ai dit ouais excusez-moi c'est qui l'arbitre? Parce que je cherche l'arbitre depuis tout à l'heure, je ne vois pas, que je savais vraiment que c'était lui. Mais juste, je voulais que ce soit eux qui me disent, en fait c'est lui, et après je peux lui dire, oui, désolé, mais il y a un problème parce que c'est pas la bonne personne en fait, parce qu'elle n'était pas qualifiée cette personne. Alors au niveau du coaching, il y a beaucoup de femmes. C'est un milieu qui est très féminin. Et donc, en termes de l'accompagnement, je pense qu'on a une espèce de sensibilité qui fait que ça fonctionne. Donc moi, je peux être amenée à coacher des dirigeants d'entreprise, des hommes qui ont 45, 55 ans, comme des personnes qui ont la vingtaine ou la trentaine. Et dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Parce que la posture, elle est neutre. Donc je ne suis pas une femme qui coach quelqu'un, je suis une coach qui va accompagner quelqu'un.
Les gens, ils sont en attente de cette fête. Ça me fait penser aux fêtes du village où, à l'époque, les gens partaient travailler dans d'autres villes. Ils venaient pour les fêtes, ils venaient pour les vacances. Pendant les vacances dans le village et tout le monde se retrouvait le jour de la fête du village. J'ai été approché par l'équipe de développement local, c'était Christophe Hollander à l'époque, qui m'avait sollicité dans le cadre de la réussite éducative. Et il m'avait demandé de mettre en mots ce que je faisais à l'atelier. Ça m'a permis de moi-même mieux comprendre tout ce que je pouvais apporter auprès des élèves. Et puis également d'intégrer le parcours de la réussite éducative. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment un parcours que j'aime beaucoup, parce qu'il permet de mettre en place ce que j'apprécie vraiment, c'est-à-dire de la mixité sociale. Moi, j'ai sollicité la ville de Paris pour avoir une subvention, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des adultes qui rencontrent des difficultés ponctuelles et que je peux accueillir par ce biais-là, qui est un projet qu'on appelle faciliter les échanges culturels, et du coup je trouve ça génial. Au fur et à mesure que les gens sont rentrés un peu dans la danse, on s'est aperçu que du coup on a développé beaucoup de projets, je dirais, et que c'est dur qu'à un moment donné, c'est que cette énergie-là, du coup, cette dynamique associative qui continue et qui commence à évoluer aussi, puisque les vieilles associations maintenant sont remplacées par des plus jeunes, donc c'est des cycles. Et moi je pense que, oui, je peux dire que j'ai vu 3 générations grandir sur ce territoire. Ça a des avantages, ça a pas forcément des inconvénients, mais en tout cas, c'est une richesse. C'est dans ces épreuves qu'elles mobilisent ces valeurs cardinales qui ont construit leur éducation. Ces mantras deviennent des moteurs éthiques qui gouvernent leurs choix et alimentent leur courage. Moi, mon proverbe qui a toujours guidé ma vie, c'est un philosophe, Saint-Just, le philosophe du siècle des Lumières, qui me parle bien d'ailleurs. Il disait une phrase, il faut oser et puis dormir. Alors moi, je me dis, c'est ce que je répète à tout le monde, il faut oser et puis dormir, et après on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, il faut le faire. Voilà. Et j'aime bien ce qu'elle dit, c'est, on vient ici, c'est pour grandir dans son humanité. Vraiment, pour moi, tu dois faire attention aux gens qui sont autour de toi. Et tu dois aussi t'habituer, il faut que les gens aussi qui sont en face de toi soient à l'aise, même si c'est toi qui les accueilles. Même si tu es chez toi, tu dois aussi mettre à l'aise les gens qui sont avec toi, les gens que tu invites. Vraiment, pour moi, c'est ça que je me dis. Quand les jeunes ils viennent au centre où on est hébergé, je me dis qu'il faut que je suis obligée de les mettre à l'aise. Donc tu vois, pour moi, en fait aussi, c'est ma mère qui nous a élevés comme ça. Pas s'attacher. Bien sûr, il faut prendre de la distance, bien évidemment. Bien évidemment, pas prendre le bébé en photo. Moi, j'ai plein de collègues dans tous les services. Je dis, c'est des malades. C'est comme les parents. Les parents, de temps en temps, ils viennent avec le papa. Quand la maman est en maternité, il vient avec l'appareil photo, bien évidemment. Moi, j'ai toujours refusé de poser, même à domicile. J'ai toujours refusé de poser pour l'éternité. Non, non. On est là que de passage. Moi, ma devise, c'est faire plaisir et me faire plaisir. Avoir confiance en soi aussi. La confiance, c'est important. C'est ce qui te permet d'avancer. Comme elle a dit, si tu crois pas en toi, tu vas pas loin. Et il disait, tu sais, si tu vois un pauvre, c'est lui qui m'a appris, il m'a dit, quand tu vois un pauvre, ne détourne jamais le regard. Et c'est lui qui m'a appris cette phrase avec ses sourires. Il m'a dit, rien qu'un sourire, ça peut lui apporter des bonnes énergies, des ondes positives. Il faut toujours offrir. Le peu que tu as, tu peux l'offrir. Et c'est pas l'argent, c'est pas qu'avec l'argent, c'est avec les actes que tu peux poser. Et c'est ça, en fait. Voilà. Et cette phrase-là, elle me permet, en fait, à chaque moment de ma vie, de me dire, je peux. Voilà, donc je l'applique grâce à ça. Par exemple, cette phrase-là, elle est toujours dans ma tête. Par exemple, moi, j'emploie le mot cité volontairement. Parce qu'en fait, nous n'habitons pas une cité, nous habitons une résidence. Mais moi, j'emploie le mot cité volontairement parce que pour moi, la cité, c'est vraiment le citoyen. Les gens qui vivaient ensemble dans une égalité. C'était les cités grecques. Alors, on peut après tout réexpliquer sur l'égalité plus ou moins. Mais au moins, c'était des gens ensemble ayant la même valeur. Il arrive que l'héroïsme des femmes se conforme jusqu'à l'extrême aux qualités d'âme attendues de leur genre. Courage, force d'âme, ténacité,
dans des comportements très éloignés du répertoire d'action virile, voire guerrier. Une autre version de l'héroïsme serait-elle possible? Un héroïsme dont les actes et les valeurs se dégageraient clairement des modèles masculins. Nous pourrions faire parler ces passionnantes voisines encore et encore, sans nous lasser. Nous pourrions sonder leurs sacrifices, leurs victoires, leurs relations à ce cadre professionnel ou citoyen qu'elles n'ont de cesse de réinventer. Y trouverions-nous des réponses universelles? C'est à vous de juger. Les conteuses et conteurs de Calliope n'ont pas cette ambition. Ils trouvent une bien plus grande utilité à soulever des questions et à établir des relations. Ils suivent en cela l'inspiration proposée par Bruno de La Salle, dans ses tentatives de définition des rôles et fonctions du conteur. Nous remercions en tout cas chaleureusement ces merveilleuses voisines du 17e arrondissement de Paris pour s'être prêtées à ce jeu de miroir que nous leur avions proposé, celui d'envisager un temps leur engagement quotidien sous le prisme des héroïnes de contes. Le risque est grand d'enfermer une fois de plus les femmes dans l'immobilité des us et des coutumes, structurant le quotidien dans la fatalité des rôles et la fixité des espaces. Pourtant, ce sont les femmes en action qu'il importe de retrouver, innovant dans leurs pratiques, femmes animées non point comme des automates, mais créant elles-mêmes le mouvement de l'histoire.